Nous commencerons ce premier journal par les manifestations de protestation qui se sont propagées hier soir à Tel Aviv et Jérusalem après le vote de la loi sur la raisonnabilité. Et oui, en effet, tout de suite après le vote en troisième lecture de la loi visant à quasiment annuler la clause de raisonnabilité, des centaines, voire même des milliers de manifestants parmi ceux rassemblés autour de la Knesset sont descendus sur le boulevard Begin, le périphérique de Jérusalem, et ont bloqué la circulation, provoquant d'importants embouteillages. La police, qui a d'abord semblé prise de court, a ensuite repris le contrôle de la situation à l'aide de camions à eau et de lances à eau nauséabondes. Effectivement, au total, plus d'une trentaine de manifestants ont été arrêtés. Et puis à Tel Aviv également, en début de soirée, la rue Kaplan s'est remplie de manifestants en colère qui protestaient contre le vote de la loi. Oui, certains d'entre eux sont descendus sur le périphérique Ayalon et l'ont bloqué pendant plusieurs heures. À Kfar Saba, une voiture a voulu se frayer un passage entre les manifestants qui bloquaient l'une des routes principales illégalement et a accéléré donc en percutant 3 des manifestants qui ont été légèrement blessés. Le conducteur a été arrêté. La police réclame la prolongation de sa garde à vue ce matin. Enfin, sachez que le syndicat des médecins israéliens a lancé un mouvement de grève pour aujourd'hui. Les Coupot-Rolim, les caisses d'assurance maladie, seront fermées aujourd'hui partout à l'exception de Jérusalem. Et puis hier soir, en soirée, Benjamin Netanyahou a voulu faire passer un message d'apaisement. Oui, prenant la parole vers 20h, le Premier ministre a salué le vote de la loi annulant la clause de raisonnabilité. En votant cette loi, nous avons accompli la volonté des électeurs qui ont voté pour nous. Ce n'est aucunement la fin de la démocratie, c'est plutôt l'essence même de la démocratie, a dit le Premier ministre, qui a regretté que les tractations avec l'opposition sur un compromis n'aient pas pu aboutir. Il s'est dit ouvert à la reprise d'un dialogue. Nous sommes prêts à débattre de tous les sujets et nous devons mettre à profit les vacances parlementaires pour parvenir d'ici le mois de novembre à un consensus le plus large possible sur l'ensemble de la réforme judiciaire, a dit M. Netanyahou, qui a rappelé que, je cite, nous sommes à 2 jours de Tisha B'Av qui commémore la destruction des 2 temples de Jérusalem. Le Premier ministre a appelé à l'unité de la nation. Nous sommes tous frères et tous d'un seul et même peuple, a dit M. Netanyahou. Et auparavant, Yair Lapid et Benny Gantz, les 2 leaders de l'opposition, s'étaient également exprimés sur le vote de la loi par la Knesset. Benny Gantz a reproché à Benjamin Netanyahou d'avoir préféré le bien des éléments les plus extrémistes de sa coalition au bien de l'ensemble du peuple. Netanyahou a échoué, son gouvernement est un échec. Gantz a promis d'annuler la loi votée hier lorsqu'il arrivera au pouvoir. Quant à Yair Lapid, il a repoussé les propos du Premier ministre. Ce sont des propos vides de sens. Netanyahou ne peut promettre de négocier car il n'est pas vraiment le Premier ministre. Allusion au fait que pour l'opposition, c'est Yariv Levin, le ministre de la Justice, qui donne le ton au sein du gouvernement. Et puis les critiques sur le vote de la loi se sont fait entendre également à Washington. Oui, l'administration Biden appelle les autorités israéliennes à permettre à la protestation anti-réforme de s'exprimer pacifiquement. La Maison-Blanche a exprimé hier ses regrets pour le vote de la loi avec, je cite, la plus petite majorité possible. À la Maison-Blanche, on rappelle que le président Biden, qui est un ami d'Israël, a rappelé qu'il fallait procéder à des changements importants uniquement de manière consensuelle. Et hier, en fin d'après-midi, plusieurs recours ont déjà été déposés contre la loi devant la Cour suprême. Oui, ces recours déposés par des organisations anti-réforme réclament l'annulation de la loi par la Cour suprême. Celle-ci risque de se retrouver confrontée à un dilemme. D'un côté, la Cour n'a jamais invalidé une loi fondamentale, ni même un amendement à une loi fondamentale tel que celui voté hier par la Knesset. Mais de l'autre, si elle repousse les recours, cela pourrait signifier qu'elle donne raison au gouvernement d'avoir voté cette loi. La présidente de la Cour suprême, Esther Hayut, qui était en visite officielle en Allemagne avec d'autres juges de la Cour suprême, a décidé d'écourter son séjour pour se pencher sur ces multiples recours. Et puis pour terminer, Daniel, on a appris que des forces de Tsahal ont tiré durant la nuit sur des terroristes palestiniens. Oui, cela s'est passé dans la région de Naplouse. 3 Palestiniens ont ouvert le feu en direction d'une unité de Tsahal située sur le mont Gerizim. Les soldats n'ont pas été touchés, mais ils ont repéré leurs agresseurs et ont ouvert le feu dans leur direction, apparemment en les éliminant tous les 3. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps, il sera de plus en plus chaud. La canicule se durcit encore et cela devrait se poursuivre ainsi au moins jusqu'à vendredi. Même après le jeûne de Tisha B'Av, les températures prévues pour aujourd'hui, 36 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 43 degrés à Eilat.
Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Michael Moïse. Michael, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, vous allez bien? Oui, nous ça va bien, mais on est un peu préoccupé par la situation, un peu comme la plupart des citoyens israéliens, d'une certaine manière. Alors je voudrais avoir votre expertise d'abord en tant que juriste sur les répercussions du vote de la loi d'hier, cette loi qui réduit à sa plus infime expression, pour ne pas dire annule, la clause de raisonnabilité. La question que je vous pose, on sait que cette loi c'est une loi fondamentale, ou un amendement qui a été voté hier, c'est un amendement à une loi fondamentale. Il y a déjà des recours qui ont été déposés devant la Cour suprême. Que doit faire la Cour suprême dans un tel cas de figure? D'abord, je ne suis pas juge, je ne pourrais pas conseiller la Cour et dire ce qu'il faut faire. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que historiquement, vu que nous parlons d'une loi constitutionnelle, d'une loi fondamentale, comme on dit ici, et d'une correction de cette loi, il n'y a jamais eu de décision de la Cour suprême qui a été à l'encontre d'une décision de la Knesset, du Parlement, qui a corrigé une loi fondamentale. Donc, ça ne s'est jamais passé, peut-être que ça va se passer aujourd'hui, mais disons que les plus grands juristes sont assez sceptiques sur cette possibilité. Ça ne s'est jamais passé en tout cas. Ça veut dire que si ça se passe pour une première fois, ça risque d'être interprété de manière, on va dire, exacerbée, puisque, c'est-à-dire, la Cour suprême, elle est de facto devant un dilemme. C'est-à-dire, si elle respecte sa tradition et qu'elle ne s'immisce pas dans les affaires du pouvoir exécutif et du pouvoir parlementaire dans les lois fondamentales, eh bien, ça veut dire qu'elle cautionne la loi. Ça veut dire qu'elle justifie la décision prise par le gouvernement. Je dirais que, comme vous le sous-entendez, Daniel, je pense que la Cour suprême, elle est piégée quelque part au niveau politique. Elle, qui ne fait pas forcément de politique, contrairement à ce que disent les gens qui sont pro-réforme, elle est un petit peu piégée. D'ailleurs, on le voit, le fait que, historiquement, il n'y a jamais eu d'intervention de la Cour suprême par rapport aux lois fondamentales qui ont été votées ou par rapport aux correctifs des lois fondamentales qui ont été votées, montre bien que son activisme supposé juridique est quand même relativement, voire très limité. Donc c'est un peu problématique. Maintenant, aujourd'hui, je pense que la situation elle est un peu différente. Alors là effectivement, je vais vous citer peut-être tout simplement l'un des éditoriaux principaux de la presse israélienne de ce matin, de Nahum Barnea, le Yediot Aharonot, qui est très connu, et qui dit tout simplement au juge: ne ratez pas l'occasion. C'est également ce que disent certains éditorialistes du Haaretz, qui disent la Cour suprême a entre les mains la possibilité soit de mettre fin à la protestation en validant la décision de la Knesset, soit de faire régner la démocratie en invalidant cette décision. C'est un peu ça le dilemme. Et je pense que c'est un dilemme qui est essentiel et qui est hyper important, qui est fondamental et qui, de mon avis, n'est pas du ressort ni de la Knesset, ni de la Cour suprême. Je pense que tout ce débat aujourd'hui, et cette crise, je pense que vous en êtes conscient, vous personnellement, moi aussi, et beaucoup de gens autour de nous, ce mal-être qui prend, j'allais dire, des 3/4 du pays à minima, il découle du fait que personne n'a eu le courage ou la possibilité, depuis la création de l'État d'Israël, de faire une vraie constitution. C'est quoi le problème aujourd'hui? C'est qu'on n'a pas de loi précise qui fixe les normes et la possibilité pour le tribunal de juger ou de déjuger des décisions entre guillemets politiques. Alors qu'est-ce qu'il a fait le tribunal? Comme dans tous les pays du monde, et je prendrai l'exemple de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre à ce niveau-là, il n'y a pas de constitution écrite en Angleterre, il n'y a pas eu de loi écrite pendant des siècles et des siècles. L'équivalent de la Cour suprême, là-bas, petit à petit, elle a adopté des mesures et elle a adopté aussi des philosophies différentes de loi. Aujourd'hui, c'est ce qu'a fait la Cour suprême, on va dire ces 30-40 dernières années, avec l'opposition d'une partie de la population. Mais aujourd'hui, on en paye le prix cash. On paye le prix de cette absence de constitution et surtout de cette absence de loi qui fixe la manière dont le juge doit procéder à la critique des décisions politiques. Et pourtant, vous citez, incroyable. Et pourtant, vous citez les juges britanniques, on peut citer également les juges américains. Ils sont nommés par l'échelon politique, ces juges. Alors, c'est une excellente remarque et je vous remercie d'avoir posé cette question parce que c'est la manière dont les pro-réformes ont présenté la situation qui est tout à fait biaisée. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai qu'en Angleterre et qu'aux États-Unis et que même en France, les juges les plus importants sont nommés par le pouvoir politique. Mais comment ça se passe aux États-Unis, par exemple? Aux États-Unis, c'est le président de la République, le président de l'État, pardon, c'est pas une république. C'est le président qui propose, mais tous les juges passent devant le Sénat. Et c'est le Sénat qui confirme ou non, qui valide ou non la nomination. Donc il y a un équilibre, ce qui n'est pas du tout le cas dans la réforme qui a été proposée ici. Je vous donne l'exemple de la France parce qu'il est intéressant aussi, parce que souvent il est testé par les unes et par d'autres pro-réforme.
Les juges sont nommés par les politiques, regardez ce qui se passe à l'étranger. Mais excusez-moi, mais c'est de moquer du monde. Parce qu'on raconte que la moitié de l'histoire. C'est quoi l'histoire en France? C'est qu'une partie des juges sont nommés par le président de la République, une partie par le président du Sénat et une partie par le président de l'Assemblée nationale. Or, il se trouve que jamais, dans l'histoire de la Ve République, ces trois personnes ont été du même parti. Donc, encore une fois, par la force des choses, on a des gens qui viennent et qui émanent de partis politiques différents. Parce que le système, il est ainsi fait pour être équilibré. Alors, il faut arrêter de se moquer du monde de ce point de vue-là, en tout cas. Et si on fait une réforme de la nomination des juges, qui est également sur le chapitre, comme on dit ici, eh bien, il faudrait trouver quelque chose d'équilibré et pas continuer un peu à jouer à la bébête et dire, regardez ce qui se fait ailleurs, alors qu'on prend que la moitié de l'exemple. C'est un peu scandaleux et très démagogique de la part de Lévin, qui est pourtant quelqu'un d'intelligent. Alors je vais pousser la réflexion un petit peu plus loin. Est-ce que, la main sur le cœur, Michael, est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel, avec, on va dire, le bagage qui est celui de Binyamin Netanyahou, qui on peut dire est détesté par l'ensemble de l'opposition, on va dire grosso modo, l'ensemble de l'opposition ne supporte pas Netanyahou. La protestation, elle est virulente aussi parce qu'elle voudrait destituer Binyamin Netanyahou, pas seulement parce qu'elle critique la réforme judiciaire. Est-ce que vous pensez que Binyamin Netanyahou a la possibilité d'enclencher une démarche d'apaisement, de rapprochement, de dialogue sincère, de confiance, parce que c'est un mot qui revient régulièrement, entre opposition et coalition pour soit, on va dire, faire voter une réforme judiciaire dans le consensus, soit enclencher une démarche de constitution, soit même créer, comme certains le proposent, une seconde chambre? Oui, je pense que c'est une excellente option. Moi, comme vous le savez, je suis pas fan de Bibi. Il est il va à l'encontre un peu de mes principes, j'allais dire politiques, etc. Mais je respecte l'homme et je respecte ce qu'il a fait pour le pays. Et c'est pour cette raison que j'avais l'espoir jusqu'à hier de voir le Bibi homme politique avec un P majuscule et avec un H majuscule qui se serait levé au-dessus d'une partie de sa coalition pour imposer un compromis qui aurait apaisé le peuple, qui aurait apaisé l'opposition. J'avais cet espoir vraiment jusqu'à hier et j'étais très déçu de voir qu'il n'a pas saisi l'occasion de le faire. Donc effectivement, il est possible qu'aujourd'hui, après cette victoire, je dirais à la Pyrrhus, que Netanyahou a obtenue en étant un peu l'otage d'une partie de sa coalition et pas en agissant à l'avantage de toute la population, je pense qu'il va effectivement aujourd'hui aller un peu dans cette direction pour corriger l'impression qui est quand même assez mauvaise et négative. Je pense même dans une partie non négligeable des électeurs du Likoud et une partie non négligeable des électeurs de Smotrich. Alors finalement, ce qui s'est passé hier, c'est un peu la victoire dans le contexte dans lequel on évolue à 2 jours de Tisha B'Av. C'est un peu la victoire des zélotes, c'est-à-dire c'est ceux qui, les intransigeants, ceux qui ne sont jamais prêts au moindre compromis, qui veulent tout avoir, que ce soit du côté des protestataires de la réforme ou du côté de l'aile droite du gouvernement israélien. Oui, tout à fait. Je pense que c'est la victoire des radicaux. C'est surtout aujourd'hui la victoire des radicaux de droite, puisque les radicaux de gauche, ils ont protesté, mais ils n'ont pas obtenu gain de cause, loin s'en faut. Donc c'est la victoire de Yariv Levin, c'est la victoire d'une partie des députés du Likoud, c'est bien sûr la victoire de Ben Gvir et compagnie. C'est la victoire de gens qui, à mes yeux, recherchent un intérêt particulier, qui ne recherchent pas l'intérêt général et l'intérêt national, ce qui est un problème quand même quand on est au gouvernement et quand on représente, comme Ben Gvir, quelques pourcentages de la population. Je pense qu'on peut avoir un minimum de modestie et d'essayer de représenter et de défendre l'intérêt de tout le monde et pas seulement l'intérêt des gens qui lui sont proches. Et c'est également, si vous voulez, ce problème qui va être répercuté avec cette annulation de la raisonnabilité au tribunal, puisque maintenant, j'ouvre un peu une parenthèse par rapport à votre question, mais je pense que c'est important, quand un ministre va par exemple nommer un copain à lui, le tribunal va avoir beaucoup plus de difficultés à pouvoir invalider sa nomination. Et on sait malheureusement que le Likoud est assez friand de ces nominations de quelques camarades du comité central pour service rendu, parce qu'on a amené 1000 personnes qui ont voté pour ce tel député dans les primaires du Likoud. Alors on doit le rétribuer, alors on va le nommer à un poste dans un ministère, alors qu'il a aucune compétence en la matière, aucune. Et jusqu'à présent, c'était ce critère de raisonnabilité qui fondait la plupart des décisions où ces nominations étaient refusées. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus difficile pour le tribunal de manière générale de pouvoir rebuter ces nominations. Et je pense que c'est vraiment un problème. Alors, au-delà du malaise que tout le monde ressent,
il y a aussi une exacerbation, si je peux dire comme ça, des mots du dialogue, ou pas du dialogue, en tout cas des slogans qui sont lancés de part et d'autre. On le constate, c'est soit la démocratie, soit la dictature, il y a rien au milieu. Finalement, est-ce que là aussi, on va dire du côté des protestataires, des opposants à la réforme, il n'y a pas eu ces dernières semaines, peut-être même ces derniers mois, une exagération dans l'utilisation de termes qui a exacerbé le débat finalement? Oui, bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une extrapolation. Je pense que quelques pourcentages de la population à droite et quelques pourcentages de la population à gauche ont pris le pays et la population générale en otage. Je pense que, et les sondages ont montré que 75 à 80% de la population était pour un compromis. Et effectivement, une partie de la frange de la gauche a été très radicale dans son comportement, dans ses manifestations, mais à part ça, elle n'a pas pu faire grand-chose, si vous voulez. Donc les conséquences, on va dire concrètes, ne sont pas énormes. Par contre, les conséquences philosophiques et dans l'ambiance aujourd'hui du pays sont importantes, puisqu'il y a ce clash quand même important qui est sensible entre différentes franges et phalanges de la population, et c'est très dangereux. Je ne vais pas revenir sur le débat de Tisha B'Av, je pense que tout le monde en est conscient aujourd'hui, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé à plusieurs reprises chez nous, les Juifs, et sur la terre d'Israël. C'est que c'est nous-mêmes qui nous sommes détruits, autodétruits, et c'est pas nos ennemis qui l'ont fait. Donc je pense que c'est quelque chose qui serait à raisonner, et je suis très déçu que des hommes politiques de grande envergure comme Netanyahou et d'autres n'aient pas saisi l'opportunité qui s'est présentée quand même pendant plusieurs mois d'arriver à un compromis. Alors justement, peut-être qu'il n'est peut-être pas encore trop tard, mais est-ce que par exemple, un cas de figure, puisque la situation est grave, la situation est tendue, on le voit, est-ce que finalement face à l'enjeu et face au risque de désintégration du tissu social dans la réalité israélienne, est-ce que finalement un homme comme Benny Gantz, qui jusqu'à hier d'ailleurs paraissait être l'élément modérateur et modéré de la classe politique israélienne, eh bien, ne peut pas, même en dépit de la mauvaise expérience qu'il a eue avec Binyamin Netanyahou, et peut-être essayer de venir, même quitte à lancer une bouée de sauvetage à Binyamin Netanyahou en lui disant: débarrasse-toi de tes éléments radicaux comme Ben Gvir et Smotrich, et formant une sorte de gouvernement d'union nationale avec le centre, avec le parti, avec les 12 députés du camp pour la nation. Oui, je pense que c'est une option, c'est une bonne option qui serait à l'avantage du peuple et de toute la nation. Mais la question aujourd'hui est que, vu que Netanyahou n'a pas fait ce pas vers Gantz, je pense que Gantz doit malheureusement réfléchir en termes politiques et politiciens, et peut-être attendre d'éventuelles élections, proches ou lointaines, au cours desquelles il pourrait tirer les bénéfices de son comportement qui a été, à mes yeux en tout cas, le plus idoine et adéquat face à la situation. C'était le seul vraiment qui, je pense, au fond, était pour un vrai compromis, à la différence de Binyamin Netanyahou et de Lapid. Donc, je pense aussi qu'il y a une autre personne sur laquelle il va falloir jeter un œil, et il faudra mesurer son comportement par la suite. C'est notre ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui est le seul député et ministre du Likoud hier qui a tenté ouvertement, jusqu'à la dernière minute, de trouver un compromis et une solution qui soit acceptée par tous. Et je pense qu'il y aura un vrai examen de conscience lors des prochaines élections. Je ne sais pas quand elles auront lieu, on ne sait jamais en Israël, mais il y aura un vrai examen de conscience, et c'est là qu'on verra un peu les conséquences de ce qui s'est passé, à savoir si le peuple et les 75%, disons, qui étaient pour un compromis, vont se détacher de Netanyahou ou de Lapid et aller vers des personnes qui ont fait l'effort d'arriver à un compromis malgré peut-être leur pensée personnelle, à savoir Gantz et Gallant. Eh bien, Maître Michael Moïse, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions au lendemain donc de cette journée, on va dire, dramatique dans l'histoire de l'État d'Israël, au cours de laquelle bien cette loi sur l'annulation de la clause de raisonnabilité a été votée, avec toutes les répercussions que cela a eu dans la rue en particulier, et sur le plan politique et juridique, bien entendu. On n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Michael. À bientôt. Merci à vous, Daniel.
Cette revue de la presse sera consacrée dans son intégralité à la journée hors norme d'hier, journée au cours de laquelle la première loi de la réforme judiciaire a été votée. Oui, effectivement, c'est à journée d'expression, une première page d'expression pour les deux grands quotidiens israéliens, une première page comme on n'en a jamais vu pour le Israël Hayom d'ailleurs. Cette première page, eh bien, elle est noire, entièrement noire, et en bas à peine visible ce qui s'apparente à un titre, 25 juillet 2023, journée noire pour la démocratie israélienne. C'est ainsi que l'on voit chaque lecteur, ceux qui prend le journal Israël Hayom de ce matin, voit, mais en fait, et c'est tout à fait impressionnant, mais en fait, en y regardant de plus près, il s'agit en fait d'une page publicitaire qui a été financée par les opposants à la réforme, et dans la véritable première page du journal, eh bien une photo de Netanyahou qui est entre Yariv Levin, son ministre de la Justice, et Yoav Gallant, son ministre de la Défense, le visage très fermé. Une seconde photo de la protestation hier à Jérusalem et un titre: La fracture nous oblige à aller vers un consensus. Le Yediot Aharonot publie aussi une première page d'exception ce matin. Oui, il s'agit d'une une sans photo, ce qui n'arrive jamais pour le Yediot Aharonot, mais avec un score écrit ce matin en immenses lettres rouges, 64-0. Vous le savez, ce n'est pas le résultat d'un match de rugby, mais c'est le résultat tout simplement du vote hier à la Knesset en troisième lecture de ce projet de loi visant à quasiment annuler la clause de la raisonnabilité, et le journal titre édition spéciale, ce qui signifie que l'immense majorité des pages de l'édition d'aujourd'hui du Yediot Aharonot sont consacrées au drame politique d'hier. Sur la une également, le texte intégral de la loi, amendement 4 à la loi fondamentale sur le pouvoir judiciaire, et sur une colonne, les titres de 7 éditoriaux, outre celui mis en évidence par Nahum Barnea. Nous allons d'ailleurs y revenir dans quelques instants. Le site N12 revient ce matin sur les événements dramatiques d'hier à la Knesset. Oui, en effet, le site explique en détail que Binyamin Netanyahou voulait faire voter une version bien plus soft de la loi que celle plus maximaliste qui a été renfermée dans le texte d'origine. Binyamin Netanyahou a exercé des pressions sur Yariv Levin, mais celui-ci s'est formellement opposé au moindre allègement. Idem pour Itamar Ben-Gvir, qui n'a même pas pris la peine de venir parler au Premier ministre et s'est contenté de lui envoyer un message menaçant: si vous vous pliez, votre gouvernement sera aussi plié. Fin de citation. De son côté, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, nettement plus modéré, a tenté par tous les moyens de parvenir à un compromis. Mais entre lui et Yariv Levin, eh bien, Binyamin Netanyahou a finalement tranché en faveur du ministre de la Justice. Et le titre choisi ce matin par le site N12 pour résumer ces derniers développements: Levin a fait céder Binyamin Netanyahou en direct. Le Haaretz consacre quant à lui un article détaillé et le très neutre pour expliquer à ses lecteurs le texte de la loi votée et ses implications. Oui, et parmi les répercussions, le Haaretz se demande si la Cour suprême peut invalider la loi votée hier par la Knesset, et le journal explique qu'à ce jour, la Cour suprême n'a jamais invalidé une loi fondamentale ou même un amendement à une loi fondamentale, ce qui est le cas de la loi votée hier, mais qu'il y a dans la loi des instruments qui peuvent lui permettre de le faire, surtout si la loi d'hier peut être considérée comme non constitutionnelle par les juges de la Cour suprême. L'éditorial de Nahum Barnea ce matin, en première page du Yediot Aharonot, est un appel, Daniel. Oui, un appel justement adressé aux juges de la Cour suprême qui vont statuer sur la légalité ou non de la loi votée hier par la Knesset. Juges, n'ayez crainte, écrit Nahum Barnea. À ceux des protestateurs qui se demandent que va-t-il se passer maintenant, je réponds: patienter. Aux réservistes, je demande de patienter avant de mettre leurs menaces d'insubordination à exécution. Mais aux juges, je dis: n'ayez pas peur. Derrière les attaques grossières contre vous se cachent de petits politiciens effrayés, pétris de haine et assoiffés de pouvoir. Ne les laissez pas l'emporter. Fin de citation. Alors restons dans le Yediot avec de brefs extraits des éditoriaux du journal en une. Oui, effectivement, les manœuvres et pressions de Yariv Levin n'ont pas échappé à Sima Kadmon qui écrit ce matin: le véritable Premier ministre, c'est lui, pas Netanyahou. Nadav Eyal estime que la nouvelle guerre d'usure a commencé. Pour le professeur Yedidia Stern, nous sommes en train de vivre le Tisha B'Av de notre génération. Pour Yossi Yehoshua, nous entrons désormais dans l'ère post-armée du peuple pour Tsahal. Ben Dror Yemini écrit
écrit toujours dans l'esprit de Tisha B'Av, les zélotes l'ont emporté, le peuple a été vaincu. Pour le professeur Yuval Albashan, il n'est pas encore trop tard pour agir, la démocratie israélienne est toujours là. Quant à Chen Artisror, eh bien elle se demande à la droite, si à la droite israélienne, elle demande à la droite israélienne de ne pas mépriser la douleur des opposants à la réforme. Alors, quelles sont les positions des éditorialistes du Israël Hayom autour de ce vote de la loi annulant quasiment la clause de raisonnabilité? Pour Jackie Lévy, il est de la responsabilité du gouvernement de tout faire pour guérir les plaies de cette période. Lilar Chouval estime qu'hier, le ministre de la Défense Yoav Gallant a voulu faire passer un message. Il vaut mieux que je reste au sein du gouvernement pour le modérer. Pour Ariel Kahana, l'opposition a perdu, mais le pouvoir l'a emporté. Amir Ettinger considère qu'en dépit de cet acquis qu'il offre à son électorat, Binyamin Netanyahou n'est sorti de cette crise qu'à l'arraché. Mais Rav Sever, comme le professeur Yedidia Stern dans le Yediot Acharonot, fait le lien entre les événements dramatiques d'hier et ceux de Tisha B'Av, nous devons réciter une lamentation spéciale pour la fracture à laquelle nous assistons au sein de notre peuple, écrit-elle ce matin. Yehuda Schlesinger nous conduit dans ce qu'il appelle le bazar de la raisonnabilité ou de l'irraisonnabilité. Pour Yossi Beili, nous entrons dans une période sombre et le seul responsable est Binyamin Netanyahou. Shirit Avidan Cohen, qui revient des États-Unis avec le président Herzog, estime que l'ingérence des Américains dans la crise n'a fait qu'amplifier cette dernière. Sonia Gorodetsky écrit que la fausse dramatisation de la situation faite aux investisseurs étrangers menace l'économie israélienne. Et puis pour refermer cette revue de la presse israélienne, Daniel, vous avez résumé l'éditorial important de Yudi Weitz en première page du Haaretz. Oui, Yudi Weitz qui écrit que la Cour suprême va devoir statuer avec les recours déposés contre la loi si elle reste la gardienne de la démocratie ou bien si elle l'aide à se suicider. Ce sont les termes utilisés. En effet, si la Cour suprême conserve sa position traditionnelle, à savoir de ne pas casser des lois fondamentales votées par la Knesset, alors elle devra repousser les requêtes déposées hier et cela, dit indirectement, ira dans le sens de la coalition en opposition avec les protestataires. Si par contre elle modifie son approche traditionnelle et invalide pour la première fois une loi fondamentale, alors cela risque de provoquer une explosion sans précédent dans l'histoire de l'État d'Israël et justifier le positionnement des partisans de la réforme qui critiquent l'activisme exagéré de la Cour suprême. Rav Yitzhak Lévy, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous approchons de la date de Tisha B'Av, mais nous approchons aussi de la date du 18e anniversaire de l'expulsion des habitants du Gush Katif. Et vous êtes aujourd'hui, Rav Yitzhak Lévy, ancien ministre de l'Éducation, ancien leader du Parti national religieux. Vous êtes aujourd'hui le président du Centre pour la perpétuation du souvenir du Gush Katif. Et nous voulions avec vous discuter un peu de la situation aujourd'hui et avant tout revenir sur ce qui s'est passé il y a 18 ans. Lorsque vous avez compris que, Rav Yitzhak Lévy, que le Gush Katif allait être évacué, que rien ne pourrait l'empêcher, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'époque? Bon, nous avons ressenti un petit peu comme Tisha B'Av. Nous étions très attachés aux gens, aux personnes, aux familles qui habitaient à Gush Katif, dans tous les Yeshuvim. Il y a quelques Yeshuvim que nous étions même dans la construction des Yeshuvim. Et pour nous, c'était un coup très, très, très difficile. La vérité, c'est que je ne pensais jamais que ça peut arriver, que ça arrivera, que le jour arrivera qui est une évacuation tellement difficile des familles là-bas de Gush Katif, de Retzoat Aza. Mais quand même, c'est arrivé. Et je pense que la conduite des personnes au moment où c'est arrivé était une conduite excellente. Ça veut dire on n'a pas vu des personnes qui disent on n'irait pas à la Tzava ou on quitte le pays ou on a vu tout à fait le contraire. Ça veut dire les gens, un petit peu après l'évacuation, un petit peu après le pinouille, se sont organisés à construire des nouveaux yeshuvim. Il y a des yeshuvim à Lachish, il y a des yeshuvim
à côté de Chafetz Chaim, à côté de Yesodot, au Golan afilo. Et, les familles, le tzibour de Gush Katif continue à être un tzibour chaloutzi, continue à être un tzibour qui donne soi-même au pays et qui fait, par les nouveaux ishouvim qu'ils ont fait, ils continuent leur vie de Itiyashvut, leur vie de Keila, leur vie de Itiyashvut. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui a permis, Rav Yitzhak Levi, à l'époque, que cette décision se concrétise? Est-ce que peut-être, avec le recul du temps, il aurait peut-être pas fallu s'opposer plus fermement à l'évacuation de la terre d'Israël ou des localités du Gush Katif? On s'est opposé très fermement. Moi, à ce moment, j'étais à la Knesset. J'étais Chaver Knesset, j'étais à la Knesset. On a fait vraiment un combat héroïque à la Knesset. Mais Arik Sharon a fermé les oreilles, a fermé les yeux et est allé tout droit à son but. Et son but était vraiment de faire évacuer ces Yishuvim. Je ne sais pas pourquoi exactement. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas quel était son but, parce que Arik Sharon a changé tout à fait. Il y avait, pendant plusieurs années, il était il a aidé à construire et il s'est retourné tout à fait. Mais je crois qu'on a fait le maximum. On a vraiment fait le maximum. Mais lui, il s'est tout à fait fermé de tout ce qu'on lui a dit, de ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a fait, toutes les Afghanotes, ce qu'on a fait à la Knesset. Et c'est arrivé. Malheureusement, c'est arrivé. Mais maintenant, Baruch Hashem, les familles qui sont sorties de Gush Katif, qui ont construit de nouveaux villages, de nouvelles keilotes, de nouvelles communautés. Et Baruch Hashem, maintenant, ils grandissent. Alors, Rav Yitzhak Levi, impossible cette année, à quelques jours de Tisha B'Av, impossible de ne pas faire le lien entre ce qui s'est passé il y a 18 ans avec le Gush Katif et la crise aiguë que vit la société israélienne aujourd'hui autour de la réforme judiciaire. Je voudrais avoir votre appréciation en tant que justement celui qui portait aujourd'hui le souvenir du Gush Katif. Comment vous voyez cette protestation des anti-réformes? Est-ce qu'elle est légitime? Qu'est-ce que vous pouvez soutenir dans cette protestation et qu'est-ce qui vous freine ou qu'est-ce que vous contestez dans une telle protestation? Écoutez, la protestation est légitime. Ce qui n'est pas légitime, à mon avis, c'est de faire entrer Tzahal dans cette contestation. Parce que ce qu'ont fait les aviateurs, ce qu'ont fait les gens de Milouim, qui disent qu'ils ne feront pas l'Eitnadvut à la Tzava, qui ne viendront pas faire les Milouim, etc. C'est très grave. C'est très grave. Je crois que c'est la première fois dans l'État d'Israël, 75 années que nous sommes, qu'on prend la Tzava, qu'on prend l'armée, et on en fait une question politique. C'est-à-dire, ce n'est jamais arrivé. L'armée était toujours l'armée. L'armée était toujours de tout le monde. L'armée était toujours pour défendre Israël. Elle n'était pas attachée à aucune politique. Et cette fois, ça a été fait. Et je crois que c'est très grave. Pour moi, à mon sentiment, ce qui est arrivé avec les soldats, avec les aviateurs et tout ça, c'est très, très grave. Est-ce que il y a des personnalités qui ont dit que finalement, cette protestation d'aujourd'hui prouve que si à l'époque, les habitants du Gush Katif s'étaient eux aussi durcis et avaient eux aussi refusé de servir, l'armée avait refusé de remplir cette mission qu'on lui a demandé de faire, d'expulser les habitants du Gush Katif, peut-être que le Gush Katif serait toujours là? Mais je ne crois pas qu'ils vont réussir. Je crois que si il y a des changements
dans la Knesset, ce ne sera pas à cause de ces soldats, ce sera peut-être à cause de d'autres raisons. Mais je ne crois pas que c'est ce qu'on doit faire. On doit laisser la tzava dehors de la politique, tout à fait. On ne doit pas mêler la tzava à la politique. Aujourd'hui, c'est une question de loi juridique. Demain, ce sera une autre question. Après-demain, ce sera une autre question. C'est tout à fait interdit. La tzava doit être tout à fait à part. La tzava est la tzava de tout le pays. La tzava est la tzava de tout le monde. La tzava est la tzava des gens de droite, et des gens de gauche, et des datim, et des non-datim. Et il faut pas la mêler dans toutes ces affaires politiques. Vous êtes un ancien leader d'un grand parti politique, vous avez été donc ministre même de l'Éducation, je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est pour vous, parce qu'on a l'impression que les définitions aujourd'hui ne sont plus très claires, qu'est-ce que c'est pour vous la démocratie, Rav Yitzhak Levy? C'est un petit peu difficile de dire ça dans deux phrases, mais je crois que la démocratie a quelques ça veut dire on doit voir la démocratie dans quelques points de vue. Premièrement, la démocratie, c'est la majorité, c'est sûr, c'est une affaire. Deuxièmement, la démocratie, c'est aussi de voir les besoins de la minorité. Et c'est aussi de parler avec la minorité. C'est aussi d'avoir essayé de réunir tout le peuple sous le Shilton démocrate et pas laisser une partie dehors. Et je crois que cette fois-ci, ils ont fait une faute. Ça veut dire Le gouvernement? Le gouvernement et Yariv Levin ont fait une faute. Ils ont été très difficiles, très bruts peut-être même, avec ce changement qu'ils voulaient faire. Ils devaient le faire, ils devaient faire plus doucement, plus en Hidabrut, ça veut dire Dans le dialogue. de dialogue avec l'opposition. Je crois qu'ils auraient eu plus de succès s'ils auraient fait ça. Aujourd'hui, tout est difficile, tout est force, et c'est une très grande faute. La démocratie, ce n'est pas une question de force. La démocratie, c'est une question au contraire, une question d'avoir le shilton, d'avoir le pouvoir, mais de savoir dialoguer avec tout le monde. Alors une dernière question, Rav Yitzhak Levy, je le disais, on approche de Tisha B'Av. Est-ce que on peut faire des comparaisons entre ce que nous vivons aujourd'hui dans la société israélienne, avec des crises comme le Gush Katif, avec des crises comme celles que nous vivons aujourd'hui, et la période qui a précédé la destruction du deuxième temple à l'époque? Écoutez, toujours on peut faire des liens. Ce n'est pas la même chose, mais toujours on peut faire des liens. Donc, le lien peut-être qu'il faut faire, c'est il faut avoir beaucoup de Havat Israël dans notre peuple. Beaucoup d'amour du prochain. D'amour d'Havat Israël. Et il nous le manque. Il nous le manque aujourd'hui, il nous le manque. C'est-à-dire, il faut savoir qu'on peut avoir des avis différents, on peut avoir des machlokot et tout ça, mais il faut avoir beaucoup de Havat Israël, beaucoup d'amour pour Israël, pour le peuple d'Israël. Et c'est ce qui nous manquait pendant le Khurban de Beth Amikdash. Et c'est ce qui nous manquait peut-être aussi dans la Itnatkut de Gush Katif. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui aussi. Alors comment on fait pour plus d'amour? Comment on fait? Eh ben, il faut aimer. Il faut aimer. Il faut parler amour. Il faut dire amour. Il faut montrer amour. Il faut essayer d'effacer tout ce qui est haine, et tout ce qui est force, et tout ce qui est... C'est ce qu'il faut faire. Mais Rav Yitzhak Levy, vous restez confiant dans l'avenir d'Israël, dans le Netzach Israël, comme Ah on dit? oui, ça tout à fait. Bezrat Hashem. Comme on a
passaient des épreuves. Pendant qu'il y avait, il y a eu plusieurs de mashberim, il y a eu plusieurs de cas Plusieurs très crises. difficiles, de crises. On a eu la crise de Retzach Rabin, on a eu la crise de Gush Katif, et Baruch Hashem, on s'est Relevé. remis, et on y va et on continue la route de Binyan Eretz Israël. Et maintenant aussi, cette crise, on la passera, Bezrat Hashem. Je suis optimiste. Eh bien, Toda Rabba, Rav Yitzhak Levi, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler en français. Ça n'a pas été facile pour vous et vous l'avez accepté de relever le défi. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous livrer votre message, ce message donc d'optimisme envers et contre tout malgré les difficultés. Merci Rav Yitzhak Levi d'avoir accepté de répondre à nos questions. Shalom, shalom. Shalom uvracha, shalom.